La faiblesse émotionnelle. Comment devenir impossible à manipuler émotionnellement. Introduction. Tu es plus faible que tu ne le crois. Pas physiquement, pas intellectuellement, émotionnellement. Si une phrase peut te faire douter, si un silence peut te mettre mal à l'aise, si un reproche implicite peut te pousser à te justifier, alors quelqu'un, quelque part, peut te contrôler, sans lever la voix, sans te menacer, sans même avoir l'air d'attaquer. Il lui suffit d'appuyer au bon endroit, et tu réagis. C'est fini. Le pouvoir a changé de camp. La faiblesse émotionnelle n'est pas une question de sensibilité. C'est une question de réactivité. Ce réflexe invisible qui te pousse à expliquer quand on te provoque, à te défendre quand on t'accuse à demi-mot, à réparer quand on crée volontairement une tension, à parler quand le silence te met sous pression. Tu crois agir librement. En réalité, tu obéis. Ce livre part d'une vérité que peu de gens acceptent. Tant que tes émotions dictent ton comportement, tu es manipulable. Pas forcément par des monstres, par des gens ordinaires, des collègues, des proches, des partenaires, des inconnus. Par tous ceux qui comprennent, consciemment ou non, que provoquer une réaction est la manière la plus simple de prendre le contrôle. On t'a appris que réagir était sain, que t'exprimer était une force, que dire ce que tu ressens te rendait authentique. C'est faux. Dans un monde social imparfait, montrer tes réactions sans filtre n'est pas de la maturité émotionnelle. C'est une exposition. Et toute exposition devient un levier. À chaque fois que tu montres ce qui te touche, tu montres où frapper. À chaque fois que tu te justifies, tu montres que la pression fonctionne. À chaque fois que tu expliques, tu livres une carte de ton monde intérieur. Et celui qui possède la carte n'a plus besoin de te forcer. Ce livre n'est pas là pour t'apprendre à gérer tes émotions pour aller mieux. Il est là pour t'apprendre à cesser d'être exploitable, à comprendre pourquoi certaines personnes semblent calmes, inatteignables, respectées, non parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles ne réagissent pas comme on l'attend. Elles ne donnent pas ce qu'on cherche. Elles ne nourrissent pas le jeu. Elles ne se défendent pas là où il n'y a rien à défendre. Tu vas découvrir pourquoi la faiblesse émotionnelle n'est pas un trait de caractère, mais un conditionnement. Comment ce conditionnement s'installe, comment il est utilisé contre toi, et surtout, comment le désactiver sans confrontation, sans discours, sans t'endurcir artificiellement. Il ne s'agit pas de devenir agressif, il s'agit de devenir impossible à manipuler. Si ce livre te met mal à l'aise dès ses premières lignes, c'est bon signe. Cela signifie que tu reconnais quelque chose. Peut-être pas encore clairement, mais assez pour sentir que certaines de tes réactions ne t'appartiennent plus vraiment, que tu donnes parfois trop, que tu cèdes parfois trop vite, que tu te trahis parfois sans t'en rendre compte. La faiblesse émotionnelle n'est pas une condamnation, c'est un point de départ. Et une fois que tu comprends comment elle fonctionne, tu peux faire quelque chose de radical, reprendre le contrôle, pas sur les autres, sur toi. Et dans un monde qui manipule par la réaction, celui qui ne réagit plus devient immédiatement dangereux. Chapitre numéro 1. La faiblesse émotionnelle. Le mécanisme que personne ne t'a expliqué. On ne t'a jamais appris à être fort émotionnellement. On t'a appris à être réactif. La faiblesse émotionnelle ne commence pas par une crise, un traumatisme ou un effondrement visible. Elle commence beaucoup plus tôt, dans des situations ordinaires, répétées, presque invisibles. Elle s'installe à travers ce qu'on t'a présenté comme de la maturité, de la politesse, de l'intelligence relationnelle. Très tôt, tu as appris qu'il fallait répondre, justifier, expliquer, montrer que tu comprends, montrer que tu es concerné. Et chaque fois que tu l'as fait, quelque chose s'est inscrit profondément en toi. L'idée que le calme devait être restauré immédiatement, coûte que coûte. À force de répétition, ton cerveau a associé la réaction au soulagement. Une tension apparaît, tu parles. Un malaise s'installe, tu expliques. Une accusation floue surgit, tu te défends. Et à chaque fois, la pression diminue légèrement. Ce soulagement temporaire devient une récompense. Et toute récompense répétée devient une habitude. C'est ainsi que naît la faiblesse émotionnelle, non pas comme un manque de force, mais comme une dépendance au soulagement rapide. Le problème n'est pas que tu ressentes. Le problème est que tu ne supportes pas de ressentir sans agir. Tu as appris que rester avec une émotion était dangereux, inconfortable, anormal. Alors tu fais ce que tout système nerveux conditionné fait. Tu cherches une sortie. Et cette sortie, c'est ton comportement. Parler, expliquer,
réagir, apaiser, peu importe, tant que ça fait baisser la tension. Ce mécanisme est profondément ancré parce qu'il est socialement validé. Quand tu réagis vite, on te dit que tu es mature. Quand tu expliques, on te dit que tu es intelligent. Quand tu prends sur toi, on te dit que tu es fort. Mais personne ne te dit le prix réel de ces comportements. Tu deviens lisible. Et dans le monde social, être lisible, c'est être exploitable. Chaque réaction est une information. Elle montre ce qui te touche. Elle révèle ce que tu crains. Elle indique ce que tu veux éviter. Et même quand personne ne cherche consciemment à te manipuler, ces informations circulent. Elles s'impriment. Elles sont utilisées. Parfois doucement, parfois brutalement, mais toujours efficacement. La faiblesse émotionnelle n'est pas une fragilité visible. C'est une structure interne. Une organisation de ton fonctionnement autour de la réaction. Tu ne te demandes plus si tu dois répondre. Tu réponds. Tu ne te demandes plus si tu dois expliquer. Tu expliques. Tu ne te demandes plus si tu dois réparer. Tu répares. Et à force, tu perds quelque chose d'essentiel, le temps de choix. Ce temps de choix, aussi court soit-il, est la clé de toute souveraineté émotionnelle. Sans lui, tu es en pilotage automatique. Et tout système en pilotage automatique peut être anticipé. Anticipé, puis influencé. Influencé, puis contrôlé. Non par des plans complexes, mais par de simples ajustements de comportement. Tu crois peut-être que la manipulation émotionnelle est rare ou intentionnelle. Elle est en réalité banale et souvent inconsciente. Une personne remarque qu'un certain ton te fait parler, qu'un certain silence te fait réagir, qu'un certain reproche t'oblige à te justifier. Et sans même s'en rendre compte, elle reviendra à ce point précis. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce que ton comportement lui a appris que cela fonctionnait. C'est ainsi que des relations se déséquilibrent. Lentement, subtilement, tu donnes plus, tu t'adaptes plus, tu encaisses plus, et tu finis par croire que c'est normal, que c'est ta nature, que tu es comme ça. En réalité, tu es conditionné, et tout ce qui est conditionné peut être déconstruit. La faiblesse émotionnelle se nourrit aussi d'une peur profonde, la peur de laisser les choses ouvertes, la peur du silence, la peur du conflit non résolu, la peur d'être mal compris. Alors tu fermes, tu expliques, tu clarifies, tu ajustes, mais chaque fermeture immédiate empêche l'autre de porter sa part de tension. Tu deviens le régulateur émotionnel de la situation, et celui qui régule perd le pouvoir. Ce chapitre n'est pas là pour te culpabiliser. Il est là pour te rendre lucide. Tu n'as pas choisi consciemment cette faiblesse. Tu l'as apprise. Et ce que tu as appris, tu peux le désapprendre. Mais seulement si tu acceptes une vérité inconfortable. Ce n'est pas ton émotion qui te trahit, c'est ton réflexe. Tant que tu continueras à confondre réaction et maturité, tu resteras vulnérable. Tant que tu chercheras à faire disparaître immédiatement l'inconfort, tu seras prévisible. Et tant que tu seras prévisible, quelqu'un, quelque part, pourra appuyer exactement là où ça fait bouger. La première étape pour devenir impossible à manipuler émotionnellement n'est pas de changer ce que tu ressens. C'est de récupérer ce micro-espace entre l'émotion et l'action. Et ce micro-espace, une fois reconquis, change tout. Le point d'entrée invisible du contrôle. La faiblesse émotionnelle devient réellement dangereuse à partir du moment où elle crée en toi une obligation intérieure. Pas une contrainte extérieure, pas une menace explicite, mais cette sensation diffuse que tu dois faire quelque chose. Répondre, clarifier, réagir, te défendre, combler un silence, apaiser une tension. Cette obligation n'est presque jamais formulée. Elle est ressentie, et c'est précisément pour cela qu'elle est si efficace. Tu n'as pas l'impression qu'on te force, tu as l'impression que tu fais ce qu'il faut. Ce point d'entrée est toujours le même. Une émotion surgit, et immédiatement ton système cherche une sortie. Il ne s'agit pas de ce que l'autre dit, mais de ce que cela déclenche en toi. Une irritation légère, un malaise, une peur d'être mal compris, une crainte de laisser une situation ouverte. À cet instant précis, la manipulation émotionnelle devient possible, non pas parce que l'autre est habile, mais parce que ton réflexe est constant. Tu es fiable dans ta réaction. Et la fiabilité est la condition minimale de toute influence. La plupart des gens croient que le contrôle émotionnel s'exerce par des mots. C'est faux. Il s'exerce par des rythmes. Le rythme de tes réponses.
la vitesse de tes justifications, l'empressement avec lequel tu répares. Plus ton rythme est rapide, plus le levier est court. Plus le levier est court, plus il est facile à actionner. À l'inverse, dès que ton rythme ralentit, dès que la réponse n'est plus immédiate, quelque chose se dérègle. L'autre ne sait plus à quoi s'attendre. Et cette incertitude affaiblit instantanément toute tentative de contrôle. Il est crucial de comprendre que le contrôle émotionnel n'a pas besoin d'intention consciente. Il n'a même pas besoin d'un manipulateur. Il suffit d'un système relationnel où l'un absorbe l'attention et l'autre la dépose. Celui qui absorbe devient dépendant. Celui qui dépose prend l'avantage. Et tant que tu te positionnes comme celui qui absorbe, tu te places structurellement en dessous, même si tu es intelligent, compétent ou respecté par ailleurs. À ce stade, beaucoup commettent une erreur. Ils pensent que pour fermer le point d'entrée, il faut devenir dur, distant, froid. C'est une fausse solution. Le problème n'est pas la chaleur émotionnelle, c'est la perte de choix. Tu peux être chaleureux sans être réactif. Tu peux être présent sans être perméable. Tu peux écouter sans absorber. La faiblesse émotionnelle n'est pas dans l'émotion, elle est dans l'adhérence. L'adhérence, c'est ce moment où l'émotion colle à ton comportement, où tu ne peux plus t'empêcher d'agir pour la faire taire. C'est là que tu dois intervenir, non pas en supprimant l'émotion, mais en refusant de la traduire immédiatement en action. Ce refus n'est pas un combat, c'est une suspension, un arrêt volontaire, un délai. Et ce délai suffit à faire tomber la pression. Quand tu refuses d'agir immédiatement, tu forces la tension à rester là où elle est apparue, chez toi ou chez l'autre. Tu ne la déplaces plus, tu ne la portes plus pour deux, tu ne la neutralises plus à la place de quelqu'un d'autre. Et cette simple modification redistribue le rapport de force, sans mots, sans confrontation, sans justification. Il est important de noter que ce changement provoque presque toujours une réaction extérieure. Pas parce que tu fais mal, mais parce que le système s'ajuste. Celui qui déposait la tension se retrouve face à elle. Et souvent, il n'aime pas ça. Il peut insister, relancer, accuser ton silence, interpréter ton calme comme une attaque. Tout cela n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que le point d'entrée est en train de se fermer. La plupart des gens cèdent à ce moment-là. Ils expliquent leur silence, ils rassurent, ils justifient leur retrait. Et en faisant cela, ils rouvrent exactement la porte qu'ils venaient de fermer. Parce qu'expliquer sous pression est encore une réaction. Et toute réaction valide le levier. Fermer définitivement le point d'entrée exige une chose rare, la tolérance à l'inconfort non résolu. Accepter que tout ne soit pas clair, que tout ne soit pas apaisé, que tout ne soit pas compris immédiatement. Cette tolérance n'est pas une dureté, c'est une maturité. Elle signale que ton équilibre ne dépend plus de la résolution immédiate des tensions. À partir de là, quelque chose change profondément. Tu n'es plus celui qui court après la stabilité. Tu es celui qui la porte. Tu n'es plus celui qui ajuste en permanence. Tu es celui autour duquel les autres s'ajustent. Pas parce que tu l'exiges, mais parce que ton absence de réaction enlève toute prise. Cette deuxième partie du chapitre 1 pose une vérité centrale pour la suite du livre. Tant que tu te sens obligé d'agir à cause d'une émotion, tu es vulnérable. Le jour où tu comprends que rien ne t'oblige, ni à répondre, ni à expliquer, ni à réparer, la faiblesse émotionnelle commence à perdre sa fonction. Et quand elle perd sa fonction, elle disparaît. La suite du livre ne fera qu'approfondir cette logique. Mais retiens ceci maintenant. Le contrôle émotionnel n'entre jamais par la force. Il entre par la porte que tu ouvres toi-même chaque fois que tu confonds émotion et obligation. Ferme cette porte et tout le système s'effondre. Chapitre numéro 2. Ne plus nourrir le jeu, reprendre le pouvoir sans bruit. Celui qui ne donne pas d'émotion contrôle toujours celui qui en demande. La plupart des personnes manipulées émotionnellement font la même erreur, encore et encore, sans jamais la voir clairement. Elles continuent de nourrir le jeu qu'elles prétendent vouloir arrêter. Elles répondent, elles expliquent, elles réagissent, elles donnent, et tant qu'elles donnent, le jeu continue. La manipulation émotionnelle ne tient pas par la force de l'autre, mais par ta participation. Ce chapitre va te montrer une vérité inconfortable mais libératrice. Tu n'as pas besoin de te défendre pour reprendre le contrôle. Tu as besoin d'arrêter d'alimenter. Dans toute interaction manipulatrice, il y a une attente implicite. L'autre attend une émotion.
une réaction, une justification, une tension. Peu importe laquelle. Ce qui compte, c'est le mouvement. Tant que tu bouges émotionnellement, l'autre reste en position d'observateur et d'exploitant. Le jour où tu ne donnes plus ce mouvement, la dynamique s'effondre. Pas progressivement, brutalement. Le problème, c'est que cette absence de réaction va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. On t'a appris à répondre, à clarifier, à régler les malentendus, à communiquer. On t'a appris que se taire est une fuite, que ne pas expliquer est une lâcheté, que ne pas réagir est une faiblesse. En réalité, dans un contexte de manipulation émotionnelle, réagir est une soumission et se taire est une reprise de pouvoir. Pourquoi expliquer te fait perdre immédiatement? Quand quelqu'un te manipule émotionnellement, il ne cherche pas une explication. Il cherche une faille. Et chaque fois que tu expliques, tu exposes une structure interne. Tu montres comment tu penses, ce qui te touche, ce qui te motive, ce que tu veux éviter, ce que tu crains. Tu crois clarifier. Tu livres un plan. L'explication est un luxe réservé aux relations saines. Dans un rapport déséquilibré, elle devient une arme contre toi. Plus tu expliques, plus l'autre apprend comment t'atteindre. Plus tu détailles, plus tu deviens lisible. Et plus tu es lisible, plus tu es contrôlable. Une personne émotionnellement dangereuse ne s'explique pas tant que le contexte n'est pas sûr. Elle observe. Elle parle peu. Elle répond de manière neutre. Elle ne donne pas accès à ses raisonnements internes. Elle ne cherche pas à se faire comprendre. Elle cherche à ne pas être utilisée. Ce refus d'expliquer n'est pas de l'arrogance. C'est de la lucidité. Tu n'as aucune obligation de livrer ton intérieur à quelqu'un qui l'utilise contre toi. Le jour où tu acceptes ça, tu récupères une immense liberté. Le silence stratégique. Pas un vide, une pression. Le silence n'est pas neutre. Il crée une pression énorme chez celui qui attend une réaction. Parce qu'il brise la boucle. Il interrompt le schéma. Il laisse l'autre seul avec son propre comportement. Et cette solitude est inconfortable. Quand tu te tais au lieu de réagir, plusieurs choses se produisent simultanément. D'abord, tu refuses de valider la tentative de manipulation. Ensuite, tu obliges l'autre à se dévoiler davantage s'il insiste. Enfin, tu montres que tu n'es pas accessible émotionnellement à la demande implicite. Cette combinaison est extrêmement déstabilisante. La majorité des manipulateurs émotionnels, conscients ou non, détestent le silence, parce qu'il ne leur donne aucune information. Ils ne savent pas s'ils gagnent. Ils ne savent pas s'ils ont touché juste. Ils ne savent pas s'ils doivent continuer. Et cette incertitude inverse instantanément le rapport de force. Le silence n'est pas une fuite, c'est une pression passive. Une pression qui ne se voit pas, mais qui agit. Celui qui supporte le silence gagne. Celui qui le fuit perd. Ne plus réparer ce que tu n'as pas cassé. Une autre habitude centrale des personnes manipulées émotionnellement est la réparation automatique. Dès qu'une tension apparaît, elles veulent réparer. Elles veulent apaiser. Elles veulent résoudre. Elles veulent revenir à un équilibre. Et ce réflexe est exploité en permanence. On te fait sentir qu'il y a un problème. Tu te précipites pour le régler. On te fait sentir que quelqu'un est blessé. Tu te justifies. On te fait sentir que la situation est tendue. Tu expliques. À chaque fois, tu assumes une responsabilité émotionnelle qui n'est pas la tienne. Être émotionnellement dangereux, c'est refuser de réparer ce que tu n'as pas cassé. Ce n'est pas être cruel, c'est être juste. Tant que tu prends sur toi des tensions que l'autre crée volontairement ou inconsciemment, tu lui donnes un pouvoir immense. Le jour où tu arrêtes, il est obligé d'assumer sa part. Et beaucoup ne savent pas le faire. L'indifférence sélective, l'arme la plus mal comprise. L'indifférence fait peur parce qu'elle est mal comprise. On l'associe à la froideur, au mépris, au rejet. En réalité, l'indifférence sélective est une compétence avancée. Elle consiste à ne pas accorder d'énergie émotionnelle à ceux qui cherchent à t'envoler. Tu peux entendre sans t'impliquer, tu peux voir sans réagir, tu peux savoir sans montrer. Cette posture est profondément frustrante pour celui qui cherche une prise, parce qu'elle lui enlève toute traction. Sans traction, pas de contrôle. Sans contrôle, pas de manipulation. L'indifférence n'est pas l'absence de sentiments, c'est la maîtrise de leur expression. C'est le choix conscient de ne pas nourrir ce qui te nuit. Traverser l'inconfort pour devenir intouchable.
Le point le plus difficile de cette transformation est là. Tu vas ressentir un inconfort réel quand tu arrêteras de réagir. Ton corps voudra parler, ton esprit voudra expliquer, ton système nerveux voudra soulager la tension. Et si tu cèdes, tu renforces l'ancien schéma. Si tu tiens, tu construis le nouveau. Les premières fois, le silence te semblera violent. Tu auras l'impression d'être injuste, de mal faire, d'être dur. C'est faux. Tu es simplement en train de sortir d'un conditionnement. Un conditionnement qui te faisait croire que réagir était une obligation morale. Il y a une étape dont on parle rarement, parce qu'elle est inconfortable et peu valorisante. Le sevrage émotionnel. Une fois que tu as compris que réagir te fait perdre le contrôle, ton premier réflexe est d'arrêter. Mais ton système intérieur, lui, n'est pas d'accord. Il a été conditionné pendant des années à répondre, expliquer, réparer, calmer. Et quand tu retires brutalement ces comportements, il proteste. Pas doucement, fortement. C'est ici que la majorité des gens échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas compris, mais parce qu'ils n'ont pas anticipé cette phase. Quand tu arrêtes de nourrir le jeu émotionnel, ton corps entre en manque. Le manque de soulagement immédiat, le manque de validation, le manque de résolution rapide. Avant, parler te calmait, réagir te soulageait. Expliquer réduisait la tension. Maintenant, tu gardes tout à l'intérieur, et cette tension cherche une sortie. C'est précisément à ce moment que tu es le plus tenté de replonger, de répondre juste une fois, de clarifier pour que ça s'arrête, de t'expliquer pour repartir sur de bonnes bases. Et chaque fois que tu fais ça, tu annules une partie du travail. Ce sevrage est la preuve que tu étais dépendant. Pas dépendant aux autres, mais dépendant à ta propre réaction. Tant que tu n'acceptes pas ce fait, tu te raconteras que tu réagis par maturité, par bienveillance, par intelligence émotionnelle. En réalité, tu réagissais parce que ton système nerveux ne supportait pas la tension non résolue. Être émotionnellement dangereux exige d'apprendre à porter cette tension sans la décharger immédiatement. Dans cette phase, il est essentiel de comprendre une chose. Le malaise que tu ressens n'est pas un signal que tu fais mal. C'est un signal que tu fais différemment. Ton cerveau confond l'absence de réaction avec un danger, parce qu'il a appris que réagir maintenait l'équilibre. Tu dois lui apprendre un nouveau langage. Un langage où le calme n'est pas une menace, où le silence n'est pas une faute, où l'absence de justification n'est pas une agression. Plus tu traverses ces moments sans céder, plus ton système s'adapte. La tension diminue, le besoin de parler disparaît, la réaction perd de son urgence. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu réalises que ce qui te faisait paniquer avant ne te pousse plus à rien. C'est là que la transformation devient réelle. Il faut aussi parler d'un point crucial. Quand tu arrêtes de nourrir le jeu, les tentatives s'intensifient temporairement. C'est une loi universelle du comportement. Quand un levier ne fonctionne plus, on appuie plus fort. Les reproches deviennent plus directs, les provocations plus visibles, les silences plus lourds. Non parce que tu fais mal, mais parce que l'autre teste encore. Cherche à voir si c'est définitif ou passager. C'est une phase dangereuse si tu n'y es pas préparé. Beaucoup de gens craquent ici. Ils confondent l'intensification avec une preuve qu'ils sont allés trop loin. Ils pensent qu'ils doivent expliquer leur silence, rassurer, clarifier. Et ce faisant, ils redonnent exactement ce qui était recherché, une réaction. Si tu tiens à ce moment précis, quelque chose se brise définitivement, pas chez toi, chez l'autre. Le schéma cesse d'être rentable. À ce stade, tu dois accepter une vérité difficile. Certaines personnes préfèrent te voir réactif que serein, parce que ta réactivité leur donnait un rôle, une importance, un contrôle. Quand ce rôle disparaît, elles se sentent menacées. Pas par toi, par le vide. Et ce vide, elles essaieront de te le faire combler. Ta tâche n'est pas de les rassurer. Ta tâche est de ne pas redevenir leur solution émotionnelle. Ce deuxième mouvement du chapitre 2 est fondamental parce qu'il marque le passage entre la compréhension et l'incarnation. Beaucoup comprennent intellectuellement, peu tiennent émotionnellement. Et pourtant, c'est ici que tout se joue. Celui qui traverse le sevrage émotionnel devient irréversiblement différent. Celui qui cède reste pris dans l'ancien cycle, avec simplement plus de lucidité et plus de frustration. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de ne jamais réagir.
Tu as besoin de ne plus être prévisible, de ne plus offrir la réaction attendue à chaque fois. Même une réduction partielle change déjà le rapport de force. Mais plus tu tiens, plus la pression disparaît. Ce que tu construis ici, ce n'est pas du contrôle, c'est de la tolérance à l'inconfort. Et cette tolérance est la compétence émotionnelle la plus rare et la plus puissante qui soit. Celui qui la possède n'a plus besoin de jouer. Il peut rester immobile pendant que les autres s'agitent. Et dans le monde émotionnel, celui qui reste immobile gagne toujours. Cette deuxième partie du chapitre 2 t'amène à une conclusion simple mais radicale. Ne plus nourrir le jeu n'est pas une décision ponctuelle, c'est un processus, un passage, une traversée. Et de l'autre côté, il n'y a pas le conflit, il y a le calme. Un calme qui ne dépend plus de ce que les autres font. Un calme qui t'appartient enfin. Chapitre numéro 3. La transformation invisible, quand tu deviens incontrôlable. Celui qui ne réagit plus devient immédiatement une menace pour ceux qui vivaient de ses réactions. Il arrive un moment précis, presque imperceptible, où quelque chose bascule, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Ce moment où tu ne réagis pas là où, avant, tu aurais réagi sans réfléchir. Ce moment où tu ressens l'émotion monter, mais où tu ne la livres pas. Ce moment où tu comprends que tu pourrais parler, expliquer, te défendre, mais où tu choisis de ne rien donner. Ce moment-là est le début réel de la transformation. Pas spectaculaire, pas visible, mais profondément dérangeant pour ceux qui avaient l'habitude de te contrôler. Devenir émotionnellement dangereux ne se manifeste pas par un changement de personnalité. Tu ne deviens pas plus agressif, tu ne deviens pas plus froid en apparence. Tu deviens simplement moins accessible. Et cette inaccessibilité émotionnelle change radicalement la manière dont les autres interagissent avec toi. Parce que le pouvoir, dans les relations humaines, ne vient jamais de la domination visible, mais de l'impossibilité de prévoir l'autre. La majorité des rapports de contrôle reposent sur une chose simple, la certitude de la réaction. Tant que les autres savent ce qui va te toucher, comment tu vas répondre, à quel moment tu vas céder, ils sont en position de force. Le jour où cette certitude disparaît, le rapport s'inverse. Pas immédiatement, mais inévitablement. Le moment où ils sentent que quelque chose a changé. Quand tu arrêtes de nourrir le jeu, les autres le sentent, avant même de le comprendre. Il y a une micro-tension dans l'air, une hésitation, un flottement. Ils testent encore, une remarque, un ton, une tentative de culpabilisation. Et cette fois, la réponse n'arrive pas. Pas comme avant. Peut-être pas du tout. Peut-être neutre. Peut-être tardive. Mais différente. Ce moment est extrêmement révélateur. Parce qu'il montre à quel point ton ancienne réaction était attendue, prévue, exploitée. Quand elle disparaît, l'autre perd son repère. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus s'il peut continuer. Il ne sait plus comment t'aborder. Et cette perte de repère est profondément inconfortable. Les personnes qui manipulent émotionnellement, consciemment ou non, ont besoin de signaux. Elles ont besoin de feedback. Elles ont besoin de sentir qu'elles ont un effet. Quand tu retires cet effet, tu les prives de leur levier principal. Et sans levier, il n'y a plus de contrôle possible. L'erreur fatale, expliquer ton changement. À ce stade, beaucoup font une erreur critique. Ils sentent qu'ils ont repris du pouvoir, et ils veulent l'expliquer. Ils veulent dire qu'ils ont changé, qu'ils ont compris, qu'ils posent désormais des limites. C'est une erreur, parce que toute explication redonne de l'information. Toute justification redonne une prise. La transformation réelle est silencieuse. Elle ne se commente pas, elle ne se revendique pas, elle se constate. Le jour où tu annonces que tu ne te laisseras plus faire, tu montres encore que tu as besoin d'être compris. Le jour où tu ne te laisses plus faire sans rien dire, tu montres que tu n'as plus besoin de rien. Les personnes émotionnellement dangereuses ne disent jamais « j'ai changé ». Elles changent et laissent les autres s'adapter ou disparaître. La solitude temporaire du pouvoir. Il y a un prix à payer à cette transformation. Un prix que peu de livres osent dire clairement. Tu vas perdre certaines relations, pas parce que tu deviens mauvais, mais parce que certaines relations n'existaient que grâce à ton ancienne réactivité, grâce à ton besoin de réparer, grâce à ta disponibilité émotionnelle constante. Quand tu retires cette énergie, certaines personnes se sentent soudain inutiles, rejetées, agressées même. Elles peuvent te reprocher ton froid, ton changement, ton silence. En réalité, elles reprochent la perte de contrôle. Et cette phase peut être inconfortable. Tu peux te sentir seul.
douter, te demander si tu n'es pas allé trop loin. C'est une étape normale et nécessaire, parce qu'elle fait le tri. Les relations saines s'adaptent. Les relations basées sur la manipulation s'effondrent. Ne pas confondre dureté et maîtrise. Être émotionnellement dangereux ne signifie pas devenir cruel, ni méprisant, ni fermé. Cela signifie choisir. Choisir quand tu donnes. À qui et pourquoi. Tu peux être chaleureux sans être accessible. Tu peux être empathique sans être manipulable. Tu peux écouter sans t'impliquer émotionnellement. La différence est subtile, mais décisive. Avant, tu donnais par réflexe. Maintenant, tu donnes par décision. Et cette décision change tout, parce que ce que tu choisis a du poids. Ce que tu donnes automatiquement n'en a aucun. La maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion. C'est la souveraineté sur leur expression. Quand le respect remplace la pression. Un phénomène intéressant se produit quand tu maintiens cette posture dans le temps. Les tentatives de pression diminuent. Les provocations se raréfient. Les jeux émotionnels deviennent maladroits, inefficaces. Et peu à peu, quelque chose d'autre prend leur place. Le respect. Pas un respect chaleureux, pas forcément sympathique, mais un respect réel. Celui qui fait qu'on hésite avant de te provoquer, qu'on choisit ses mots, qu'on évite certaines manipulations avec toi, non parce que tu menaces, mais parce que tu es devenu coûteux, émotionnellement, à manipuler. Les gens préfèrent toujours la facilité. Ils manipulent là où ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne plus avec toi, ils vont ailleurs. Et ce déplacement est une victoire silencieuse. L'irréversibilité du changement. Une fois que tu as compris ce mécanisme, il est très difficile de revenir en arrière. Tu vois trop bien ce qui se joue. Tu reconnais les tests, les leviers, les tentatives. Et surtout, tu reconnais le moment précis où tu pourrais réagir et où tu choisis de ne pas le faire. Ce choix devient une seconde nature. Pas parfaite, pas constante, mais consciente. Et cette conscience suffit à te rendre beaucoup plus difficile à contrôler. Ce chapitre marque une étape centrale. Tu n'es plus dans la résistance. Tu es dans la transformation. Tu ne te bats plus contre la manipulation. Tu la rends inutile. Dans le prochain chapitre, tu verras comment consolider cette posture sans te couper du monde, comment rester humain sans redevenir exploitable, et comment utiliser cette maîtrise émotionnelle non pas pour dominer, mais pour vivre librement. Mais retiens ceci maintenant. Le jour où tu cesses de réagir comme on l'attend, tu deviens immédiatement dangereux. Pas pour les gens bienveillants, pour tous ceux qui vivaient de ton ancienne faiblesse émotionnelle. Le dévoilement brutal des rapports réels. Il y a un effet secondaire inévitable quand tu deviens émotionnellement incontrôlable. Les masques tombent. Tant que tu réagissais, tant que tu expliquais, tant que tu réparais, beaucoup de comportements restaient flous, ambigus, supportables. Tu te disais que c'était compliqué, que la personne était stressée, maladroite, fatiguée. En réalité, ta réactivité servait de brouillard. Le jour où tu la retires, la relation devient nette, brutalement nette. Quand tu ne donnes plus ce qui est attendu, deux types de réactions apparaissent. Les premières sont silencieuses. Les personnes s'ajustent, elles parlent différemment, elles testent moins, elles respectent plus. Elles n'avaient pas besoin de te contrôler pour exister. Elles acceptent la nouvelle dynamique sans drame. Ces relations-là étaient saines ou au moins équilibrables. Elles survivent. Les secondes réactions sont plus violentes. Pas physiquement, émotionnellement. L'autre insiste, appuie, te reproche ton changement, t'accuse d'être froid, distant, égoïste, arrogant. Il ne parle pas de ton comportement. Il parle de la perte de ce qu'il obtenait avant. Et ce moment est extrêmement révélateur, parce qu'il montre que la relation tenait sur ta réaction, pas sur un échange équilibré. Ce dévoilement est souvent douloureux, parce qu'il t'oblige à voir que certaines relations n'étaient pas fondées sur le respect, mais sur ton abandon émotionnel. Tant que tu donnais, tout allait bien. Le jour où tu retires, le conflit apparaît. Ce conflit n'est pas nouveau. Il était simplement masqué par ta soumission émotionnelle. Quand on tente de te faire revenir à l'ancienne version. À ce stade, une nouvelle stratégie apparaît fréquemment. La nostalgie manipulatrice. On te rappelle comment tu étais avant. Plus gentil, plus ouvert, plus compréhensif, plus disponible. Le message est clair.
Redeviens celui qui me donnait ce que je veux. Et si tu n'es pas solide intérieurement, cette stratégie est redoutable, parce qu'elle s'appuie sur ta culpabilité, sur ton désir d'être une bonne personne. Tu dois comprendre une chose essentielle, ce qu'on appelle ta gentillesse d'avant, était souvent ton absence de limite. Ce qu'on appelle ton ouverture était ton exposition permanente. Ce qu'on appelle ta compréhension était ta tendance à tout absorber. Ce n'est pas de l'amour qu'on regrette, c'est l'accès. Si tu cèdes ici, tu envoies un message extrêmement clair. Ta transformation était négociable. Et à partir de là, toute tentative future de reprise de pouvoir sera plus difficile, parce que l'autre saura que la pression fonctionne. Le renversement subtil du rapport de force. Quand tu tiens, quelque chose de très précis se produit. Les tentatives deviennent maladroites, incohérentes, parfois excessives. L'autre surjoue l'émotion, accentue la culpabilisation, exagère les reproches. Pourquoi? Parce qu'il sent que le levier lui échappe. Et dans ce moment, il révèle son niveau réel de maturité émotionnelle. Certains s'effondrent, d'autres attaquent, d'autres se retirent. Mais dans tous les cas, le rapport de force est déjà inversé, même si tu n'as rien fait de visible. Tu n'as pas imposé, tu n'as pas menacé, tu n'as pas argumenté, tu as simplement cessé de participer. Et cette absence de participation est plus puissante que n'importe quelle confrontation. Ce renversement est souvent silencieux. Il ne se proclame pas, il se ressent. Les échanges deviennent plus courts, les tentatives plus prudentes, les mots plus choisis, parce que l'autre ne sait plus ce qui fonctionne sur toi. Et cette incertitude crée du respect. Pas toujours de l'affection, mais du respect. L'illusion dangereuse, vouloir clarifier la relation. À ce stade, beaucoup ressentent le besoin de mettre les choses à plat, d'expliquer le changement, de poser des mots sur la dynamique. C'est une tentation compréhensible, et souvent une erreur. Parce que tant que tu expliques, tu continues à donner accès à ton monde intérieur. Tu continues à nourrir l'échange émotionnel. Tu redonnes du carburant. La vérité est simple. Les personnes capables de s'adapter n'ont pas besoin d'explications. Elles ajustent naturellement leur comportement. Celles qui réclament des explications cherchent rarement à comprendre. Elles cherchent à négocier le retour de l'ancien schéma. La transformation la plus solide est celle qui n'est pas débattue. Elle s'impose par la constance, par la répétition calme, par l'absence de justification. Quand tu comprends que le respect n'est pas négociable. Ce deuxième mouvement du chapitre 3 t'amène à une réalisation cruciale. Le respect ne se discute pas. Il ne se demande pas. Il ne s'explique pas. Il se constate. Les personnes qui te respectent n'essaient pas de te faire revenir à une version plus manipulable de toi-même. Elles s'adaptent à ce que tu es devenu. À partir de là, ta lecture des relations change définitivement. Tu ne te demandes plus « est-ce que je fais bien ?» Tu te demandes « est-ce que cette relation respecte ma stabilité ?» Et si la réponse est non, tu ajustes sans drame, sans colère, sans discours. Ce chapitre, dans sa deuxième partie, marque une coupure nette. Tu ne cherches plus à sauver des relations au prix de ta souveraineté émotionnelle. Tu acceptes que certaines ne survivent pas à ta liberté. Et cette acceptation est une forme de maturité extrêmement rare. Dans la suite, tu verras comment transformer cette posture en un mode de vie durable, sans devenir rigide ni isolé. Mais retiens ceci maintenant. Le jour où tu cesses d'être exploitable, tu découvres enfin la vraie nature des liens qui t'entourent. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, vaut infiniment plus que toutes les fausses harmonies construites sur ta réaction. Chapitre numéro 4. Consolider le pouvoir. Rester humain, sans redevenir exploitable. Celui qui te respecte n'essaie jamais de te contrôler émotionnellement. Le plus grand piège, après avoir repris le contrôle émotionnel, ce n'est pas de retomber immédiatement dans l'ancienne posture. C'est de croire que la maîtrise consiste à se fermer définitivement. Beaucoup de personnes, après avoir compris comment elles étaient manipulées, basculent dans l'extrême inverse. Elles deviennent rigides, distantes, sur la défensive. Elles confondent maîtrise et dureté. Et à terme, cette confusion crée un autre problème, l'isolement.
Ce chapitre existe pour éviter cette erreur, parce que devenir émotionnellement dangereux ne signifie pas devenir émotionnellement absent. Cela signifie devenir sélectif. La vraie puissance émotionnelle n'est pas un mur. C'est une porte verrouillée, dont toi seul possèdes la clé. Tu peux l'ouvrir, tu peux la fermer, tu peux décider quand et pour qui. Tant que tu n'as pas cette clé, tu es à la merci de ceux qui forcent l'entrée. Une fois que tu l'as, tu peux rester humain sans être vulnérable, présent sans être exploitable, accessible sans être contrôlé. La différence fondamentale entre ouverture et exposition. Il est essentiel de comprendre cette distinction, parce qu'elle change tout. L'ouverture est un choix. L'exposition est une perte de contrôle. Avant, tu confondais les deux. Tu croyais que montrer ce que tu ressentais était une preuve de maturité. En réalité, tu exposais ton intérieur sans filtre, sans timing, sans stratégie. Et cette exposition devenait une ressource pour les autres. Être ouvert émotionnellement, ce n'est pas tout dire. C'est dire au bon moment, à la bonne personne, dans un contexte sûr. Tant que ces trois conditions ne sont pas réunies, parler de ton intérieur n'est pas de l'authenticité, c'est une imprudence. Les personnes émotionnellement dangereuses l'ont compris intuitivement. Elles n'ont pas moins d'émotions que toi. Elles les protègent en mieux. La maturité émotionnelle ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu sais ne pas montrer. Le respect comme baromètre de sécurité. Il existe un indicateur très simple pour savoir si tu peux te permettre une ouverture émotionnelle, le respect. Pas le respect verbal, pas le respect affiché, le respect réel, celui qui se manifeste par l'absence de pression, par l'absence de test, par l'absence de tentative de contrôle. Une personne qui te respecte ne cherche pas à te faire réagir. Elle ne te pousse pas à t'expliquer. Elle ne joue pas avec tes émotions. Elle ne t'utilise pas contre toi-même. Elle écoute sans exploiter. Elle reçoit sans capitaliser. Avec ces personnes, l'ouverture est possible. Parce qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir sous-jacent. À l'inverse, là où il y a pression émotionnelle, provocation, culpabilisation ou instabilité, l'ouverture est une erreur. Non pas parce que tu es faible, mais parce que le contexte est malsain. Et être émotionnellement dangereux, c'est savoir faire cette lecture rapidement, sans se raconter d'histoire. Ne pas confondre empathie et absorption. Une autre erreur fréquente est de croire que l'empathie oblige à absorber les émotions des autres. Ce n'est pas le cas. Tu peux comprendre ce que quelqu'un ressent sans le porter à sa place. Tu peux écouter sans t'impliquer. Tu peux être présent sans être contaminé émotionnellement. Les manipulateurs émotionnels adorent les personnes empathiques parce qu'elles confondent compréhension et responsabilité. Elles sentent la détresse, la colère, la frustration. Et elles pensent devoir agir, réparer, calmer. Cette confusion est une porte ouverte à la manipulation. L'empathie mature observe sans s'effondrer. Elle reconnaît sans se sacrifier. Elle ne confond pas compassion et auto-abandon. Quand tu maîtrises cette distinction, tu deviens extrêmement difficile à contrôler. Parce que tu peux rester calme face à l'émotion de l'autre sans te laisser entraîner dedans. La constance, ce qui rend ta posture crédible. Reprendre le contrôle émotionnel une fois est relativement simple. Le conserver est plus exigeant. Parce que les autres testent. Toujours. Ils veulent savoir si ton changement est temporaire ou réel. S'ils peuvent attendre. S'ils peuvent contourner. S'ils peuvent provoquer encore un peu. C'est là que la constance devient cruciale. Pas la rigidité. La constance. Tu n'as pas besoin de réagir parfaitement à chaque fois. Tu as besoin de ne pas redevenir prévisible. Tu as besoin de ne pas retomber systématiquement dans les mêmes schémas sous pression. Chaque fois que tu tiens ta posture sans expliquer, sans te justifier, sans exploser, tu envoies un message silencieux. Ce n'était pas un accident. Et ce message est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. La crédibilité émotionnelle ne vient pas de ce que tu dis. Elle vient de ce que tu maintiens dans le temps, quand les autres essaient de te faire culpabiliser de ton calme. Un signe clair que tu es en train de consolider ton pouvoir émotionnel, c'est quand on commence à te reprocher ton calme. On te dit que tu as changé, que tu es devenu distant, que tu es froid, que tu ne communiques plus. Ces reproches ne parlent pas de toi. Ils parlent de la perte de contrôle ressentie par l'autre. C'est un moment délicat, parce que la culpabilité peut revenir.
Tu peux douter, te demander si tu es allé trop loin. C'est ici que tu dois être extrêmement lucide. Le calme n'est pas une agression. Le silence n'est pas un manque de respect. La retenue n'est pas une attaque. Ce qui dérange, ce n'est pas ton comportement. C'est le fait qu'il ne soit plus exploitable. Rester humain, mais souverain. Être émotionnellement dangereux ne signifie pas vivre en permanence sur la défensive. Cela signifie choisir tes moments de vulnérabilité, les rendre rares, volontaires, protégés. Et cette rareté leur donne une valeur immense. Quand tu parles vraiment de ce que tu ressens, cela compte, parce que ce n'est plus automatique, parce que ce n'est plus gratuit. Tu n'as pas à devenir dur pour être respecté. Tu as à devenir souverain. Souverain de ton rythme, de ton exposition, de ton énergie émotionnelle. Et cette souveraineté change radicalement ta manière d'exister dans les relations. Les jeux s'arrêtent. Les tensions inutiles disparaissent. Les rapports deviennent plus clairs, parfois plus courts, mais beaucoup plus sains. Ce chapitre t'ancre dans une vérité fondamentale. La maîtrise émotionnelle durable n'est pas une fermeture, c'est une sélection. Tu choisis à qui tu donnes accès. Tu choisis quand. Tu choisis combien. Et ce choix te rend libre. Dans le dernier chapitre, tu verras comment intégrer définitivement cette posture dans ta vie quotidienne, comment ne plus jamais retomber dans l'ancienne mécanique, et comment utiliser cette maîtrise non pas pour te protéger seulement, mais pour vivre avec une puissance intérieure calme, stable et profondément respectée. Chapitre numéro 5. L'irréversibilité. Vivre depuis un centre que personne ne peut déplacer. Le véritable pouvoir commence quand plus rien n'a besoin de réagir en toi. Il arrive un moment où la maîtrise émotionnelle cesse d'être un effort conscient pour devenir un état. Pas une posture que tu adoptes selon les situations, mais une manière d'exister. À ce stade, tu ne te demandes plus s'il faut répondre, expliquer, te défendre ou te taire. La question ne se pose même plus. Ton système intérieur a changé de logique. Ce qui autrefois déclenchait une réaction automatique ne produit plus qu'un signal neutre. Tu vois, tu comprends, et tu n'es plus aspiré. C'est ici que commence la phase irréversible, celle où tu ne redeviens plus jamais la personne manipulable que tu étais avant, non pas par rigidité, mais parce que ton rapport au monde émotionnel a muté. La majorité des gens vivent comme des surfaces exposées. Tout les touche, tout les atteint, tout laisse une trace. Une remarque anodine devient une rumination, un regard devient une interprétation, un silence devient une menace. Ils vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. Leur état intérieur dépend de ce qui arrive, de ce qui est dit, de ce qui est ressenti autour d'eux. Tant que tu vis ainsi, tu es contrôlable. Pas par une personne en particulier, mais par le flux du monde. Être émotionnellement dangereux, à son niveau le plus avancé, signifie sortir définitivement de ce mode de fonctionnement. À ce stade, tu comprends quelque chose de fondamental. L'émotion n'est jamais un ordre, seulement une information. Avant, tu confondais les deux. Si tu ressentais quelque chose, tu agissais, tu parlais, tu réagissais, tu te justifiais. Maintenant, tu ressens sans obéir. Tu observes sans t'identifier. Tu laisses passer sans t'attacher. Cette dissociation est la clé ultime, parce qu'elle coupe le lien direct entre stimulus et comportement. Et dès que ce lien est rompu, toute tentative de manipulation devient inefficace. Ce changement modifie profondément ta manière d'être perçu. Les autres ne savent plus comment te prendre. Non pas parce que tu es opaque ou hostile, mais parce que tu es stable. Tu ne montes pas quand on te provoque. Tu ne descends pas quand on te culpabilise. Tu ne te presses pas quand on te met sous tension. Tu ne te justifies pas quand on t'accuse implicitement. Et cette absence de mouvement crée un effet très particulier. Elle oblige l'autre à se confronter à lui-même. Sans miroir émotionnel, ses propres stratégies deviennent visibles, parfois gênantes, souvent inefficaces. À ce niveau, tu n'as plus besoin de silence stratégique. Le silence est devenu naturel. Tu n'as plus besoin de retenir une réaction. Elle ne vient plus avec la même intensité. Tu n'as plus besoin de te rappeler des règles. Ton système les a intégrées. Tu ne vis plus dans la vigilance permanente. Tu vis dans une présence calme, constante, presque lourde. Et cette lourdeur est ressentie comme une forme d'autorité silencieuse.
Ce qui change aussi radicalement, c'est ta relation au conflit. Avant, le conflit te déstabilisait. Tu voulais le résoudre, l'éviter, le réparer. Tu portais une responsabilité émotionnelle qui n'était pas la tienne. Maintenant, le conflit est simplement une situation parmi d'autres. Tu ne le fuis pas, tu ne le nourris pas, tu le laisses exister sans t'y dissoudre, et très souvent, il se désamorce tout seul. Parce que sans carburant émotionnel, un conflit ne tient pas longtemps. À ce stade, tu as également abandonné le besoin d'être compris. C'est l'un des changements les plus profonds. Tant que tu voulais être compris, tu expliquais. Tant que tu expliquais, tu t'exposais. Maintenant, tu sais que la compréhension n'est pas un droit, ni une obligation. Ceux qui sont capables de te comprendre le feront. Les autres n'ont plus d'importance stratégique. Cette indifférence sélective te libère d'un poids immense. Tu ne portes plus l'incompréhension des autres comme un échec personnel. Cette posture transforme tes relations de manière radicale. Certaines personnes disparaissent sans bruit. Elles ne trouvent plus ce qu'elles venaient chercher. Plus de réactions, plus de drames, plus de réparations gratuites. Elles s'éloignent naturellement. D'autres, au contraire, se rapprochent différemment, avec plus de respect, plus de retenue, plus de clarté, parce qu'elles sentent qu'avec toi, il n'y a plus de jeu possible, seulement une présence. Il est important de comprendre que cet état ne fait pas de toi quelqu'un de froid ou distant. Au contraire, il te permet enfin d'être authentiquement chaleureux, parce que ce que tu donnes n'est plus contraint. Tu n'es plus gentil par peur, tu n'es plus calme par effort, tu n'es plus silencieux par stratégie, tu es simplement aligné. Et cet alignement est profondément apaisant, pour toi comme pour les autres. À ce stade final, être émotionnellement dangereux ne signifie plus être en opposition avec le monde. Cela signifie être hors du champ de la manipulation. Tu n'es pas au-dessus, tu es à côté. Intouchable parce que tu ne participes plus. Non par retrait, mais par souveraineté. Tu es présent, mais non accroché. Impliqué, mais non capturable. Et cette position est la plus stable qui soit. Ce livre ne t'a pas appris à gagner des confrontations. Il t'a appris à ne plus en avoir besoin. Il ne t'a pas appris à contrôler les autres. Il t'a appris à te retirer de toute tentative de contrôle. Et ce retrait est la forme la plus pure de pouvoir, parce qu'il ne dépend de personne. Ni de leur comportement, ni de leur validation, ni de leur reconnaissance. Si tu devais retenir une seule chose de ce dernier chapitre, ce serait celle-ci. La liberté émotionnelle réelle commence le jour où plus rien, à l'extérieur, ne décide de ce que tu fais à l'intérieur. À partir de là, tu ne deviens pas dangereux parce que tu attaques. Tu deviens dangereux parce que rien ne peut plus t'atteindre de la manière dont on t'atteignait avant. Et cette transformation, une fois intégrée, ne se perd jamais. Conclusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'une partie de toi savait déjà. Tu savais que quelque chose clochait dans ta manière de vivre les émotions, dans ta façon de réagir aux autres, dans ce sentiment diffus d'être souvent déplacé intérieurement par des mots, des silences, des attitudes qui n'auraient jamais dû avoir autant de pouvoir. Tu n'avais peut-être pas les mots, tu n'avais peut-être pas la structure, mais tu sentais que ce n'était pas normal de se faire contrôler sans contrainte physique, simplement par des réactions émotionnelles automatiques. Ce livre n'a pas essayé de te rassurer, il n'a pas essayé de te consoler. Il ne t'a pas dit que tu étais trop sensible ou que c'est normal de ressentir. Il t'a dit quelque chose de plus inconfortable, mais infiniment plus libérateur. Tant que tu réagis automatiquement, tu es contrôlable. Et tant que tu es contrôlable, quelqu'un, quelque part, en profitera. Pas toujours avec de mauvaises intentions, mais toujours avec le même résultat. Tu as vu que la manipulation émotionnelle ne repose pas sur la méchanceté, mais sur la lisibilité. Que le pouvoir ne vient pas de la force, mais de la prévisibilité. Que ce qui te faisait perdre le contrôle n'était pas l'émotion elle-même, mais ton réflexe de lui obéir. Et surtout, tu as compris que reprendre le pouvoir ne demandait pas de changer les autres, mais de changer ton rapport à ce qui se passe en toi. Devenir émotionnellement dangereux n'a jamais voulu dire devenir violent, froid ou inhumain. Cela a toujours voulu dire devenir inexploitable. Ne plus offrir gratuitement ce que d'autres utilisent comme levier. Ne plus donner de réaction comme monnaie d'échange. Ne plus réparer des tensions que tu n'as pas créées. Ne plus expliquer pour calmer l'inconfort des autres. À partir du moment où tu retires cette énergie,
Tout le système s'effondre. Ce que tu as construit à travers ces pages n'est pas une technique. C'est une posture intérieure, une souveraineté, une capacité à rester centré quand le monde cherche à te déplacer. Et cette posture change tout. Elle change la manière dont on te parle, la manière dont on te teste, la manière dont on te respecte. Pas parce que tu imposes, mais parce que tu ne cèdes plus. Il y aura encore des émotions, il y aura encore des tentatives, il y aura encore des moments de doute. La différence désormais, c'est que tu ne confondras plus ce que tu ressens avec ce que tu dois faire. Tu sentiras la montée, tu reconnaîtras le déclencheur, et tu choisiras, parfois de répondre, parfois de te taire, parfois de t'éloigner, mais toujours depuis un endroit conscient. Et ce choix est le cœur de ta liberté. Tu remarqueras aussi que ta vie devient plus simple, moins de conflits inutiles, moins de discussions qui tournent en rond, moins de fatigue mentale, parce que tu n'analyses plus tout, tu ne justifies plus tout, tu ne portes plus ce qui ne t'appartient pas. Ton énergie revient là où elle aurait toujours dû être, en toi. Certaines personnes ne comprendront pas ton changement. Elles diront que tu es devenu distant, froid, différent. En réalité, tu es devenu inaccessible à ce qui les rassurait, ta réactivité. Et ce malaise leur appartient. Les relations qui méritent de rester s'adapteront. Les autres disparaîtront sans bruit. Et c'est un nettoyage naturel, pas une perte. Si tu devais garder une seule vérité de ce livre, ce serait celle-ci. Personne ne peut te contrôler émotionnellement sans ta participation. Et à partir du moment où tu retires cette participation, tu redeviens pleinement maître de toi-même. Non par domination, non par confrontation, mais par retrait conscient. Tu n'as pas besoin de gagner, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu as simplement besoin de rester là, calme, stable, présent, pendant que les autres cherchent encore une prise. Être émotionnellement dangereux, au final, ce n'est pas être une menace pour le monde. C'est être une fin de parcours pour toute tentative de contrôle. Et une fois que tu as goûté à cette liberté-là, tu ne l'échanges plus contre rien. Conclusion. Ce livre ne se termine pas par une promesse de paix intérieure, ni par l'idée rassurante que tout ira mieux une fois que tu auras travaillé sur toi. Il se termine par quelque chose de plus inconfortable et plus réel. La perte définitive de certaines illusions. L'illusion que réagir était une force. L'illusion que s'expliquer protégeait. L'illusion que porter l'attention des autres était une preuve de maturité. Ces illusions t'ont coûté cher, pas en argent, en énergie, en clarté, en respect. À partir de maintenant, tu sais que chaque réaction automatique est une information donnée. Tu sais que chaque justification sous pression est une porte ouverte. Tu sais que chaque tentative de calmer un malaise qui n'est pas le tien te place en position de régulateur, donc de vulnérable. Et ce savoir change irréversiblement ta manière de te tenir dans le monde. La transformation que propose ce livre n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle ne se voit pas immédiatement. Elle se ressent dans ce que tu ne fais plus. Tu ne te précipites plus pour répondre. Tu ne ressens plus l'urgence de t'expliquer. Tu ne cherches plus à réparer ce que tu n'as pas cassé. Tu laisses certaines tensions flotter, non par indifférence, mais parce que tu sais qu'elles ne t'appartiennent pas. Et ce retrait est perçu. Toujours. Ce que tu retires, ce n'est pas ta présence. C'est ton accessibilité émotionnelle. Tu ne donnes plus un accès immédiat à ton monde intérieur. Tu ne livres plus tes réactions comme monnaie d'échange. Tu ne participes plus au jeu implicite. Et sans participation, il n'y a plus de jeu. Il est possible que ce changement t'isole temporairement. Pas parce que tu deviens froid, mais parce que certaines relations ne tenaient que grâce à ta perméabilité. Quand tu retires ce qui les faisait fonctionner, elles s'effondrent. C'est une perte apparente, mais une récupération réelle. Tu récupères ton centre, ton rythme, ton calme, ton pouvoir de choix. Ce livre ne t'a pas appris à dominer. Il t'a appris à ne plus être utilisable. Et cette différence est fondamentale. La domination crée de la résistance. L'inutilisabilité crée du respect. Pas toujours de l'affection, mais du respect. Parce que tu n'es plus prévisible, parce que tu n'es plus réactif, parce que tu n'es plus pressable. À partir d'ici, le monde peut continuer à faire ce qu'il fait. Provoquer, tester, insister, culpabiliser. Tu n'as plus besoin de lutter contre cela. Tu n'as plus besoin de l'éviter. Tu as simplement cessé d'y répondre automatiquement. Et dans un système basé sur la réaction,
Celui qui ne réagit plus sort du système. Ce livre se termine là où commence quelque chose de beaucoup plus discret. Une posture, une manière d'être, une présence qui ne se déplace plus à chaque stimulation, une stabilité qui ne dépend plus de l'extérieur. Tu n'as rien à prouver, rien à expliquer, rien à défendre. Tu n'as qu'une chose à préserver. Cet espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est dans cet espace que la manipulation meurt. C'est dans cet espace que le contrôle échoue. C'est dans cet espace que tu deviens, enfin, impossible à déplacer.